Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une pétition demandant au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine de démissionner sera incessamment rendue publique. C'est une initiative de plusieurs sénateurs de la République. Haïti pourra utiliser 80 millions de dollars dus au Venezuela, mais bloqués en raison des sanctions adoptées par les États-Unis contre ce pays. Cette somme devrait servir à la relance de certains programmes sociaux. Un accord a été signé entre les deux pays en ce sens. Au moins 64 individus ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des actes de pillage lors des dernières violences qui ont secoué la capitale haïtienne. L'annonce en a été faite par le chef du parquet, Ocnam Daméus. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Plus d'une soixantaine d'individus ont été interpellés pour leur implication présumée dans des actes de pillage, de vandalisme et d'incendie. L'annonce en a été faite par le chef du parquet, Ocnam Daméus. Le commissaire du gouvernement a fait également remarquer que la police poursuit également des individus accusés de recel. Des observateurs avaient dénoncé la passivité de la police lors de ces violences. Nous avons avec nous ce soir Maître Mario Delcy qui va dire le mot du droit concernant certains aspects des troubles qui ont marqué le week-end passé à Port-au-Prince. Maître Delcy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télémétropole. La police a failli à sa mission, dites-vous. Un dispositif aurait dû être mis en place avant l'annonce d'une augmentation du prix du carburant, dans un contexte où il y avait déjà eu des menaces. Devant cette absence de réaction des forces de l'ordre, il faut désormais fixer les responsabilités, dites-vous. Vous pensez également qu'il est encore possible de punir ceux qui seront retrouvés en possession du fruit des pillages, les receleurs. Maître Delcy, voulez-vous développer cet aspect? Vous me l'avez précisé avant l'émission, d'un point de vue strictement légal et juridique. Parfait. Et la première chose, il faut établir pour les téléspectateurs et téléspectatrices l'infraction ou les différentes infractions que ces gens auraient commises. Quelles sont ces infractions? Et vous allez comprendre qu'une infraction, c'est une violation de la loi. Cela veut dire que la loi existe déjà. La première chose qu'avions-nous constaté lors de ces émeutes, et surtout du 7 juillet 2018? Nous avions eu plusieurs cas de figure. Il y a eu des scènes de pillage. Eh bien, ces scènes sont considérées au regard de la loi comme vol. Et le vol peut être un vol simple. Dans ce cas, il n'y a pas eu de vol simple. Il y a eu de préférence, dans la majorité des cas, l'article 327, le vol commis avec escalade, fausse clé, effraction. Ça veut dire les gens ont cassé des serrures, les gens ont escaladé des murs, comme ce fut le cas dans divers magasins, ou à l'aide de violence. Il y a eu de la violence parce que, par exemple, à Delma 2000, les agents de sécurité ont essayé de riposter. Mais ils n'ont pas pu contenir la foule. Ils n'ont pas pu empêcher à ces gens, n'est-ce pas, d'envahir la propriété. Lors même qu'il n'a pas laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. C'est le premier cas de figure. Et dès qu'on parle de travaux forcés à perpétuité, dès qu'on parle d'une infraction pour laquelle
la peine, la peine prévue dépasse 3 ans, nous sommes en présence d'une infraction criminelle. Nous sommes en présence d'un crime. Mais quand il y a crime, il doit y avoir une instruction menée par un magistrat qu'on appelle en Haïti un juge d'instruction ou un magistrat instructeur. Ça, c'est la première infraction que nous avions constatée. Dans certains autres cas, on va regarder, il y a eu des incendies. Vous voyez, par exemple, chez Madame Rousier, en face de Sainte-Thérèse, un cas vraiment qui me fait mal, tout comme pour Delma 2000. Eh bien, ces gens ont commis l'infraction qui se trouve à l'article 356. C'est-à-dire clairement, quiconque aura volontairement, laisse-moi voir, 3e alinéa ou bien 3e paragraphe, quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, bon, ce n'est pas le cas, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, etc., etc., sera puni des travaux forcés à perpétuité. C'est parce que, depuis, vous voyez, regardez, ce code pénal qui est promulgué depuis le 11 août 1835 avait déjà pensé à réprimer de la manière la plus sévère des gens qui auraient osé commettre de telles infractions. Parce que ces infractions sont considérées comme étant très graves, archi graves dans une société. Et 200 ans plus tard, vous voyez que nous sommes en train de mettre en application les mêmes principes. Ces gens qui ont commis de telles infractions, sans compter d'autres infractions qui auraient été commises, il y a des gens qui ont fait usage d'armes à feu pour perpétrer ces vols. Eh bien, je pense que la société ne peut pas rester inactive, l'État ne peut pas rester inactif, il doit y avoir une réponse. Il doit y avoir une réponse, pour ne pas dire des réponses. Et les réponses seront considérées sous plusieurs angles que j'aurai à développer un peu plus tard avec vous. Oui, Maître Delcy, vous mettez l'accent sur la responsabilité des gens qui, disons, ont été pris la main dans le sac. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, dans le même temps, ou parallèlement à cela, essayer de rechercher les responsabilités, ceux qui auraient pu être à l'origine de ces débordements? Certaines personnes, aujourd'hui, parlent, en ce qui concerne la police d'Haïti, de non-assistance à pays en danger. Est-ce que vous partagez cette opinion? Mais non-assistance à pays en danger aurait été valable pour les autres États, les États amis comme les États-Unis ou d'autres États. Mais dans le cadre spécifique d'Haïti et en ce qui a trait à la responsabilité de l'État par rapport à ses citoyens, nous dirions de préférence la non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger sur le plan national impliquerait que l'État, à travers ses forces de répression et de prévention, aurait dû intervenir pour empêcher la commission de ces émeutes, la commission de ces infractions. Comment comprenez-vous? Dans un pays comme Haïti, où nous avions consenti des dépenses énormes pour, en parenthèse, professionnaliser nos forces de police. Il existe beaucoup d'unités tactiques au sein de la police haïtienne et je peux vous assurer que pendant toute la période des émeutes, je n'ai vu personnellement, parce que j'ai été coincé devant l'ambassade d'Argentine à la rue Rimbaud pendant plus de 8 heures de temps. J'ai dû garer ma voiture devant l'ambassade avec beaucoup d'autres citoyens, de simples citoyens comme moi. N'est-ce pas? Nous étions là à attendre que les routes soient déblayées, que la police, dans sa mission sacro-sainte de protéger les vies et les biens dans ce pays, nous ferait un passage pour pouvoir rentrer chez nous. Et la plupart de ces citoyens-là avaient leurs enfants encore à la garderie. Imaginez-vous cette scène, hein, des citoyens impuissants qui ne peuvent même pas secourir leurs propres enfants
pendant ce temps, dans ce pays, il existe une force de police. Effectivement, il y a eu des excuses, vous savez, c'est notre spécialité en Haïti de rejeter, de contester nos fautes, de contester notre responsabilité. Mais je pense que dans cette histoire, l'État au plus haut niveau est responsable et je peux même accuser les responsables du gouvernement parce qu'une telle note n'aurait jamais dû être publiée Vous faites référence à sans la qu'il y ait eu, demande exactement, c'est-à-dire de rentrer dans les casernes. la note de presse fixant le nouveau tarif du carburant, des produits pétroliers. Oui. Donc, on aurait dû prendre des mesures appropriées pour empêcher que ces faits-là soient produits. Malheureusement, cela s'est produit et à ce moment-là, l'État doit prendre les mesures qui s'imposent. Je félicite, contrairement à tout cela que j'entends qui critiquent certaines actions du commissaire du gouvernement, mais je dois leur dire que la fonction du commissaire du gouvernement n'est pas une fonction facile. Donc, le commissaire du gouvernement doit poursuivre au nom de la société. Ils ont commencé à opérer des arrestations. Et j'ai vu sur WhatsApp des vidéos qui ont été publiées où des gens ont été surpris en possession, c'est-à-dire chez eux, leur propre maison a été transformée en magasin, en mini-magasin. J'ai vu des gens qui ont pillé des limantes, qui ont pillé MSC, etc. On a vu les mêmes matériels chez eux. On les a arrêtés. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que l'État ne doit jamais se montrer faible par rapport aux bandits. L'opposition doit participer à la construction de ce pays en dénonçant les dérives du gouvernement. Tous les gouvernements ont tendance à commettre des dérives, à faire des dérives. Mais l'opposition doit intervenir pour mettre les points sur les i. Tout comme moi qui suis citoyen, j'ai toujours pris ma responsabilité de dénoncer tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent fonctionner, n'est-ce pas, en marge de la loi dans ce pays. Donc, le gouvernement doit donner une réponse, n'est-ce pas? Le gouvernement doit entendre les cris de faim de cette population. Il faut fonctionner, il faut circuler dans les rues pour voir à quel niveau les gens sont pauvres dans ce pays. Eh bien, Maître Mario Delcy, merci infiniment d'être passé à nos studios ce soir et nous donner votre sentiment sur ce qu'il convient de faire pour éviter que la crise ne s'aggrave. Le Sénat de la République s'apprête à demander au Premier ministre Jack-Guy Lafontan de démissionner de son poste afin de débloquer la situation. Une pétition sera rendue publique incessamment, c'est ce qu'a révélé ce jeudi le sénateur Denis Cadot, membre du bloc pro-gouvernemental au Grand Corps. L'élu des NIP informe que plusieurs sénateurs ont déjà apposé leur signature au bas de ce document. D'autres options sont actuellement à l'étude afin de trouver une issue à cette crise que traverse le pays. Bon, il y a deux camarades qui t'ont souhaité que nous allions vers interpellation Premier ministre. Il y a un groupe qui est d'accord, mais il y a un autre groupe tout qui dit que étant donné que la Chambre des députés a lui-même été saisie sur la question, puisque séance là en continuation, est-ce que pas gain un petit problème du point de vue constitutionnel? Nous avons concerté, nous avons gardé ensemble pour nous. Si pour nous aller vers interpellation, ou bien est-ce que nous avons gardé, nous capables de faire l'autre exercice beaucoup plus intéressant, capable de conduire vers demande auprès du Premier ministre pour que lui-même décide de quitter le gouvernement. Il y a une démarche comme ça en cours. Il fait que garder document là, il y a un pile collègue qui signe. Moi-même, j'ai une réserve par moi sur lui, n'a gardé. Le président pral venir là pour nous faire une rencontre, pour nous discuter, pour nous garder. Et au moment opportun, chaque nègre prend responsabilité.
En conférence de presse ce jeudi, le coordonnateur national de cette structure, Jean-André Victor, a affirmé que la population ne fait plus confiance aux initiatives du pouvoir en place et notamment aux états généraux sectoriels de la nation. Déplorant les actes de pillage enregistrés récemment dans la capitale, le leader du MOPOD a toutefois demandé à la population de rester mobilisée. Il faut que nous joignions nos gens pour mettre fin à la violence dans le pays. Les gens qui prétendent résoudre le problème avec violence, ou joignent de tous côtés, ou joignent dans le pouvoir, ou joignent en dehors du pouvoir. Si nous prenons temps pour fixer les règles jouettes là, nous pouvons résoudre le problème, non seulement sans violence, mais de façon durable, pour ne pas tourner derrière tout le temps. Donc pour fixer les règles jouettes, nous ajouter, c'est dans la conférence nationale souveraine au café. C'est ça, circonstance là, mandé là, aujourd'hui, puisque le peuple a rejeté l'état généraux sectoriel qui va mettre dans le gagan. À partir de ce moment, nous lançons appel. Appel là, nous dit nous-mêmes, nous programmer pour nous lancer campagne pour faire promotion conférence nationale avec tout l'autre secteur, tout l'autre monde qui chita sous même logique là, nous dit peuple haïtien, viens participer avec nous, viens appuyer l'idée ça de manière que nous retirer le pays dans la labyrinthe qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens ça nous lançons appel aujourd'hui et nous dit tout le monde qui a crasé, qui a fait pillage, font poser, mais nous dit population tout rester mobilisée pour défendre intérêt pali et joindre sale besoin dans l'organisation que la mettez en place pour défendre l'intérêt là. Le secteur démocratique et populaire national appelle à la poursuite de la mobilisation. Quelques jours après que Port-au-Prince a connu de nombreuses scènes de violence suivies de pillages, les partis de l'opposition préconisent la reprise de tels mouvements. En conférence de presse ce jeudi, les partis Famille Lavalas, Petite Dessalines et consorts ont annoncé la couleur. 21 jours au plus, c'est le délai que se fixent ces structures politiques pour venir à bout de l'équipe au pouvoir. Moi-même, je n'ai pas parlé de Jovenel. Pour moi, Jovenel sont défunts. Pour moi, Jovenel sont passés. Au lieu de nous négocier avec le pouvoir Jovenel, nous préférons autant nos prochains pouvoirs à venir. Mais jamais avec le pouvoir Jovenel. Donc Jovenel n'a pas l'autre bagaille pour le faire. S'il pas veut nous marcher pour les clients en main, c'est mettre les clients en bas porte là pour nous. Ouais, pas ouais, rendez-vous cassé pour nous capable chavirer régime PHTK. Nous avons parlé d'une question de 2022. Bataille 2022, c'est Kounia vous le faites. Il va attendre encore. Il va attendre 2 semaines encore. Nous allons être nous maximum 21 jours pour installer notre gouvernement de pays. Dans combien de jours nous dit? Maximum. Maximum 21 jours. Maximum pour nous installer notre gouvernement dans le pays. Yo qui yon coquin y a joué là, côté yo Kébé y a dit, y a fait Jacques Guy démissionner, yo pas fait le démissionner, c'est pas vrai. C'est quoi qui a fait pour les yo fait Jacques Guy démissionner pour yo ka di yo bay yon bagay. Nous pas connait monsieur ça yo relè Jacques Guy Lafontaine. Nous pas connait, nous connaissons seul bagay, c'est Jovenel Moïse, Jacques Guy Lafontaine, tout gouvernement nous pral voyer aller dans week-end ça là. Mobilisation, nous allons généraliser dans tout le pays. C'est le bagage. Éviter pillage, éviter violence. Quand il s'agit pour nous défendre droit, nous devons aller jusqu'au bout, peuple haïtien. C'est ça. Je dis, l'ensemble dirigeant qui a clairvoyance politique,
Si Jovenel Moïse était, Haïti a crasé. Tout le monde qui m'a voulu, Haïti crasé. Mettez-moi nous dans la bataille là. Si nous échouons dans la période ça, c'est fini pour Haïti. Tout le monde qui m'a voulu Haïti, chavire tête en bas. C'est pour nous coller les épaules, pour nous voir Jovenel Moïse aller. Haïti et le Venezuela se sont entendus mercredi pour réactiver le comité consultatif binational sur l'investissement et examiner une nouvelle stratégie entrant dans le cadre du programme Petro-Caribé en matière de sécurité énergétique. Dans le cadre de cet accord intervenu à Caracas, Haïti pourra utiliser 80 millions de dollars dus au Venezuela, mais bloqués en raison des sanctions adoptées par les États-Unis contre ce pays. Nous avons avec nous ce soir M. Ashley Larac, industriel, citoyen concerné, et qui a réagi aux événements du week-end dernier en publiant une réaction qui a été largement diffusée dans les réseaux sociaux. Bonsoir, M. Larac. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. Monsieur Larac, dès le début de votre texte, vous posez la question « Que reprochons-nous collectivement aux nantis ?» Vous parlez de sens de l'opportunité, de preuve d'intelligence, de dur travail, de prise de risque. En fait, vous donnez l'impression de ne leur trouver que des qualités et pratiquement pas de défauts. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que ces nantis sont des exploiteurs, pratiquement des néocolons, qui ne se préoccupent que de leur intérêt personnel au détriment du petit peuple? Bon, à ces gens qui prétendent, en fait, qui avancent le fait que les nantis soient, comme je le dis si bien, des néocolons, ils n'ont aucune preuve ni rien comme critère avancé pour dire ce genre de choses. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'au fait, la société haïtienne telle qu'elle est conçue, telle qu'elle existe depuis l'après Duvalier et pendant Duvalier, a appris à se défendre de manière très égoïste. Celui qui a voulu faire de l'argent s'est investi, a fait comme il a pu, s'est accoquiné avec des gens pouvant lui donner certains privilèges et les a utilisés. Je n'approuve pas en disant ça toutes les manières dont ces gens sont devenus des nantis. Cependant, c'est vrai aussi, et je dois dire que la répartition des richesses n'est pas très bien équilibrée ici. Nous avons des investisseurs qui investissent pour un profit sans jamais redistribuer ce profit vers enfin, je ne dis pas le profit lui-même, mais leur gain vers la population. Note bien que je souhaiterais prendre un exemple des personnes qui m'ont appelé récemment pour une problématique bien spécifique. La République dominicaine est accusée d'envahir le pays de produits qui sont fabriqués en Haïti, de produits consommables. Donc, les fabricants de ces produits s'en sont plaints et accusent la République dominicaine ou les fabricants dominicains de dumping sur le marché haïtien et voudraient que ça cesse. Ils demandent au gouvernement de bloquer les importations ou de surtaxer les importations faites de la République dominicaine. J'ai été mené une enquête parce que j'appuie ce mouvement de protectionnisme du gouvernement haïtien. Donc j'ai été faire une enquête du côté de la frontière. Des 126 passages frontaliers, parce qu'il existe 4 postes frontaliers, mais tout de même 126 passages frontaliers. Absolument. Tous les Haïtiens vivant dans le secteur vont à l'école en République dominicaine. Ils vont prendre leurs soins de santé en République dominicaine. Ils vont trouver leurs loisirs en République dominicaine. Il n'y a même pas de gaguerre en Haïti encore. Ils vont en République dominicaine. Donc, tout ce qu'ils trouvent, ils le trouvent à partir de la République dominicaine. Et ces producteurs haïtiens
qui se battent pour que leurs produits se vendent, n'ont rien fait de ce côté de la frontière et nulle part ailleurs, en Haïti d'ailleurs. Il n'y a pas une pancarte, un centre de santé marqué telle compagnie ou une autre, une école subventionnée par telle compagnie ou une autre. Donc, l'Haïtien qui n'est que consommateur ne doit rien à l'industrie de chez lui. Et il n'y a aucune publicité non plus, puisque nous sommes dans les médias, nous connaissons bien ce qu'on appelle la publicité. Il n'y a jamais une publicité à passer sur les chaînes de télévision ou à la radio faisant état du nombre de travail créé par une industrie haïtienne. C'est toujours un produit qui est mis en valeur. C'est un tort que nous pouvons réparer. Mais à aucun moment, nous ne pouvons blâmer ces gens-là parce qu'ils ont commis l'erreur de ne pas avoir bien présenté leur entreprise ou de ne pas avoir défendu correctement. L'État a le devoir d'accompagner ces entrepreneurs et de le leur dire. La société civile, et à travers la chambre de commerce et tout, devrait dire à ses membres, écoutez, vendons la production haïtienne aux Haïtiens d'abord, pas les produits. Oui, bon, d'ailleurs, j'y pense maintenant, on aurait peut-être dû commencer par essayer de définir le nanti, car il y a évidemment les nantis qui, comme vous l'avez dit, ont saisi leur chance, ont fait preuve d'intelligence, ont pris des risques, etc. Et puis il y a les nouveaux nantis qui, eux, n'ont jamais travaillé vraiment un seul jour de leur vie. Mais c'est un autre débat. Deuxième point, peut-être plus important. Vous dénoncez une main invisible, ce sont vos propres mots, qui aurait orchestré toutes ces destructions, tous ces désordres, tous ces pillages, ces incendies. Je vous cite, « Convenez qu'une telle maîtrise de la guerre, dites-vous, ne saurait émaner que d'un esprit militaire, et pas n'importe lequel, puisqu'il a dû s'assurer aussi de la complète passivité des troupes de la police nationale. » Ce sont des propos qui sont très forts. Est-ce que vous souhaitez élaborer un petit peu sur ce point? Et bon, je ne vois pas pourquoi on les qualifie de forts, puisque finalement, bon, je me permets de dire qu'ayant été militaire moi-même en Haïti, et en service sous le commandement d'Acédius Saint-Louis, de Jean-Claude Paul et d'autres généraux, et parmi lesquels il y en a encore des vivants, Acédius par contre, le colonel Rébu lui-même devrait pouvoir appuyer ce que je dis là. Je suis sorti du parc industriel à 4 heures de l'après-midi et n'ai pu rentrer chez moi à Pétionville que vers 11 heures du soir. Ce que j'ai vu comme déploiement au même moment relève de ce que je me souviens avoir étudié au corps des Léopards, la technique de guérilla urbaine. Oui. Stratégie militaire. C'est une science purement militaire, donc il faut qu'un esprit militaire qui ait pu dessiner cette stratégie-là. D'ailleurs, nous n'avons vu le vendredi soir, le jour où les barricades ont été posées, aucune présence policière. Aucune présence policière, ni la veille, ni le lendemain. Ni le lendemain. Mais nous n'avons vu aucune violence notoire non plus, des menaces, mais aucune violence notoire. C'était comme des soldats postés qui vous interdisaient le passage et vous demandaient de retourner. Vous menacez avec des pierres, mais ne les envoyez pas. Je parle du vendredi soir. D'accord. Le débordement a eu lieu le samedi matin. En effet. Là aussi. Les barricades n'ont pas été enlevées le vendredi soir, donc on se demande où était la police. Et le samedi matin, des commerces ont été bien ciblés. Ciblés, c'est le terme. Puisque les commerces d'à droite ou d'à gauche n'ont pas subi même une fumée de caoutchouc. Mais ces commerces étaient ciblés, donc il lui fallut un mot d'ordre. Ce n'est pas le peuple qui sait que le Délimart appartient forcément au Boulos. On ne sait pas que l'abeille appartient à X. Et qu'est-ce que le peuple irait chercher alors qu'il a la Capital Bank et la Unibank chercher dans une papeterie qui est clairement identifiée? Ça ne fait pas de sens. Quelques banques ont aussi été attaquées. Certaines banques ont été attaquées. Pourquoi pas celle de l'aéroport? Alors qu'il y a la Capital Bank à droite, la BUH à gauche
et au milieu, il y a une papeterie. Cette papeterie a été pillée complètement. Est-ce que le peuple aurait choisi de payer une papeterie à la place d'une banque? Donc il ne s'agit pas de pillage. Bon, mais alors là, maintenant, la question, c'est, vous dénoncez une main invisible, par définition, si elle est invisible. Je ne la crois pas invisible. Ça allait être ma question. Que faudrait-il faire, là, aujourd'hui, pour que cette main ne soit plus invisible, justement? Que faut-il que je fasse? Moi, rien, mais que le gouvernement soit obligé de faire. Puisque le Premier ministre a pour devoir d'arrêter les gens maintenant. Le chef de la police devrait, dans n'importe quel pays sérieux de la Terre, pas démissionner, être traduit en justice demain matin. Il aurait dû être arrêté sur l'heure. Si nous étions à l'époque de l'armée, il aurait été mis aux arrêts et probablement à l'époque des Duvaliers fusillé le surlendemain. Il doit répondre de ses actes. Celui qui commande la passivité à ses soldats est responsable de l'acte posé pour les soldats. Il est coupable de non-assistance à personne en danger. Donc, pour moi, si le Parlement ne réclame pas la tête du chef de la police bien avant celle du Premier ministre, c'est qu'eux aussi méritent d'être fermés. Je ne vois pas la raison d'être d'un Parlement qui ne demanderait pas la tête du chef de la police. Et il y en a plein qui peuvent le remplacer, qui sont beaucoup plus, et je dirais même plus qui sont beaucoup plus compétents que lui. Qualifiés, oui. Pour finir, Monsieur Larac, à la fin de votre texte, vous appelez de vos voeux un projet pays. Ce sont des termes que vous utilisez. Que proposez-vous concrètement pour amener à s'asseoir autour d'une même table les acteurs de ce, disons, ce combat national? Et d'ailleurs, question subsidiaire, qui sont ces acteurs qui devraient s'asseoir autour d'une même table? Écoutez, nous avons des problèmes que le commun des mortels, le simple haïtien peut identifier. Nous avons des problèmes de santé publique, des problèmes d'éducation, des problèmes... Enfin, nous n'avons que des problèmes, finalement. Ça irait plus vite de faire la liste des problèmes que nous n'avons pas. Voilà. Mais les secteurs concernés, que ce soit le parti politique X, Y ou Z, la société civile de telle organisation ou pas, je crois que tous les gens concernés et qualifiés pour débattre de la question sanitaire ou de santé publique devraient pouvoir s'asseoir et présenter à la nation un projet de santé publique. Je crois que tous les gens qui sont intéressés à l'éducation, qui ont des compétences pour l'éducation, de quelque parti qu'ils soient, de quelque chapelle politique qu'ils soient, devraient pouvoir s'asseoir et présenter un projet d'éducation à la nation. Mais là, vous parlez plutôt de la société civile ou des corps constitués de l'État? Je parle et de la société civile et des partis politiques qui sont... Je souhaiterais que ce soit soumis à l'État. Puisque quel critère de jugement nous avons aujourd'hui pour dire que l'État fait son travail ou ne le fait pas? À partir de quel projet nous nous basons? Quels étaient l'objectif de l'État, sinon des promesses électorales? Nous devons avoir nous-mêmes un plan national sur chacun de ces domaines, pas un plan global ni général. Ils seront peut-être compilés pour avoir un plan pays, mais un plan spécifique pour chacune de ces choses, pour le présenter, si c'est approuvé par la nation, le pays tout entier, que nous le présentions au gouvernement et que nous tenions ce gouvernement responsable de son exécution. Bon, parce que vous savez, comme nous tous, qu'aujourd'hui, le Parlement est complètement discrédité. Et je crois que personne n'attend du Parlement qu'il fasse ce genre de proposition. Moi, je me demande quand est-ce qu'il ne l'a pas été. Mais oui, le Parlement ne fera pas cette proposition, bien qu'à l'intérieur du Parlement, il y a, fort heureusement, des gens sur lesquels nous aurions pu compter pour faire ce genre de choses. Absolument, oui. Mais la majorité, l'important, nous devons nous rendre à l'évidence que cette majorité nous entraîne vers le bas. Moi, je crois en la nécessité du Parlement, contrairement à la majorité de la société civile. Je crois que le Parlement devrait exister. Je crois que nous ne pouvons plus commettre l'erreur
de laisser tout le pouvoir entre les mains du gouvernement, qu'il soit seul juge. Je crois qu'il le faut. Mais je crois que les parlementaires devraient être mieux formés, plus préparés à la fonction qu'ils occupent. Et ça, je ne crois pas que nous ayons atteint cet objectif-là. C'est une affaire d'éducation peut-être, c'est une affaire de formation. Une affaire de pratique aussi. Le Parlement n'a jamais été, n'a pas jamais vraiment joué ce jeu de check and balance, comme disent les Américains, sur le pouvoir exécutif. Et vous savez, quand on ne demande pas à ses parents quelque chose, on n'obtient rien d'eux, on n'obtient pas d'explication. Si la société civile, en général, quand je parle de société civile, on a l'impression, enfin le public en général le prend pour ceux qui ont des magasins opinion sur rue. La société civile, c'est tout le peuple haïtien. Si le peuple prenait, était suffisamment formé, il savait qu'il avait le droit de demander à ses représentants des explications sur différentes choses, peut-être qu'ils auraient eu cette pratique d'exercer un pouvoir correctement et comme il se doit. Qui est très américaine d'ailleurs. Et juste avant cette interview, Monsieur Larac, vous avez évoqué le Forum économique et le message qu'ils ont fait paraître. Moi, je le trouve mi-figue, mi-raisin. Le Forum économique ne s'est pas positionné comme il faut, n'a pas condamné. Il a déploré. La Chambre de commerce s'est je ne dirais pas félicité, au fait, elle a déploré les actes commis sur ses membres. Donc, je n'ai vu dans ces deux déclarations, dans ces deux notes de presse, aucune exigence, aucune demande d'explication. Je ne sais pas si c'est trop de diplomatie, si c'est un manque de... Je ne dirais pas manque de courage, parce que ceux qui l'ont écrit ont prouvé qu'ils avaient suffisamment de courage. Mais je dirais un excès de diplomatie. Nous ne sommes plus à ce stade. Quand un pays est en train de s'effondrer, la diplomatie, d'abord la rue l'a montré, doit laisser la place à la colère. Et la colère, si on la formule correctement en gens civilisés et éduqués, elle doit se transformer en exigence et en demande d'explication. Moi, je crois, fermement, et je demande à la société civile de pétitionner, de réclamer de tous bords que le chef de la police, le commandant-chef de la police, soit traduit en justice pour non-assistance à pays en danger. Je crois qu'il le mérite. Pour terminer, Monsieur Larac, une dernière petite question, rapide. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait? Quelles décisions importantes devraient être prises, disons, dans les 48 heures qui viennent? Parce que nous sommes sur un baril de poudre. Et les torches sont déjà allumées. Qu'est-ce que... Vous repoussez la décision à 48 heures. Moi, je l'avais pour 24 heures. Elle aurait dû être faite sur 24 heures. Si le gouvernement n'a pas encore le courage de procéder à des arrestations de responsables, parce qu'ils ont les moyens, moi je ne les ai pas. Et ce n'est pas mon rôle non plus. Le gouvernement a les moyens et a certainement déjà identifié les vrais responsables. Il faut que de ce côté, sur ce point de vue, quelle que soit la négligence dont le gouvernement est reproché, ou l'incompétence dont nous les accusons, parce qu'ils n'ont pas su déjouer cette chose avant, nous devons, en tant que société, d'appuyer le président et même le Premier ministre pour qu'il procède à des arrestations dans le plus bref délai. Il faut que les responsables répondent de leurs actes devant la justice. Il faut que le peuple sache qu'on ne peut pas prétexter sa présence dans les rues à cause de sa faim, à cause de sa misère. La misère de notre peuple. Notre misère ne doit pas être prise en excuse pour justifier des actes barbares et des actes de pilleurs et de voleurs. Bon, eh bien, Monsieur Larac, merci infiniment d'être passé nous voir à Métropole ce soir et d'avoir pu apporter quelques éclaircissements, quelques développements à ce texte très, très fort, très articulé que vous avez publié et qui est une réaction aux événements du week-end passé. Merci infiniment. Merci, bonne fin de soirée et à très bientôt.
Voilà, c'était Ashley Larac, industriel et, comme il le dit lui-même, citoyen concerné. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.